échelle et que du coup il va faire intervenir un très grand nombre d'acteurs. Enfin, on le voit déjà avec la diversité des participants aujourd'hui. Hein. Pourquoi Nature Midi Pyrénées on organise par exemple ce type de journée? On s'est positionné depuis très longtemps sur cette question des continuités écologiques. Au regard de notre affiliation à France Nature Environnement, qui avait participé à l'école du Grenelle à faire remonter toutes ces questions de continuité et à travailler avec les comités ministériels sur sa prise en compte dans le Grenelle. Et puis du coup, très naturellement, l'idée qu'ensuite on soit prêt dans les territoires à mettre en œuvre et à travailler sur toutes ces questions-là. Quasiment tous les milieux naturels, à partir du moment où ils sont dans un bon état de conservation, peuvent être considérés comme un réservoir de biodiversité. On parle beaucoup de tout l'enjeu lié aux zones humides, notamment vis-à-vis des inondations, et aussi des points d'eau stagnants, donc les mares, les lacs, les étangs. Donc ça, à chaque fois, c'est plein d'exemples. En fait, quand on se dit ça, on se dit mais en fait, on a des réservoirs de biodiversité partout autour de nous. Donc tout l'intérêt après, c'est d'arriver à faire un état des lieux de ces milieux-là, et puis d'identifier, de hiérarchiser les enjeux suivant le territoire, et puis de mettre des mesures derrière qui sont plus ou moins protection suivant le milieu. Ce qui est intéressant, je trouve, dans les SRCE, c'est qu'il y a cette notion de corridor à préserver, donc on se base sur l'existant, et aussi à restaurer. Et je pense que c'est là qu'on peut avoir cette marge de manœuvre sur qu'est-ce qu'on veut pour, quand on travaille sur le document d'urbanisme, qu'est-ce qu'on veut pour les 10, 20 ans, 30 ans à venir. On rejoint la notion de projet de territoire, du coup, comment on a vécu sur ce territoire-là, comment aujourd'hui il vit, et comment on veut le faire vivre demain. Et du coup, je pense que pour moi, la notion de dynamique, elle passe de cette manière-là. Il faut être vigilant, ça dépend des territoires, mais nous, en territoire rural, on peut avoir des plantations. Donc ça demande d'avoir un diagnostic des boisements très affiné, de bien distinguer ce qui est vraiment boisement naturel de ce qui est agricole. En aucune manière, l'outil TVB ou continuité écologique a pour vocation d'être très prescriptif. D'ailleurs, l'outil le moins prescriptif qui existe à l'heure actuelle. Donc du coup, dès qu'on porte atteinte à une trame, peu importe verte ou bleue, on peut rentrer dans une démarche dans la séquence éviter, réduire, compenser pour, par exemple, compenser la destruction de l'atteinte partielle. Et donc là aussi, on peut passer par de la création. Ce qui est intéressant réglementairement, c'est de savoir qu'est-ce qui constitue la TVB, et notamment les corridors écologiques à travers la trame verte et la trame bleue. Ça a été défini par le Code de l'environnement. Donc vous avez dans les trames vertes, de fait, tous les espaces naturels qui sont visés par le Code. Donc ça regroupe les inventaires SNIEF, tous les parcs nationaux, régionaux, réserves naturelles, les sites Natura 2000, les aires de protection de l'Europe, etc. Préfet de bassin à Dour-Garonne, donc elle était inclue de fait dans la trame bleue. Vous avez ensuite ce qu'on appelle les zones humides d'intérêt environnemental et stratégique pour la gestion de l'eau. Chose qu'on sait, qui a été précisée, c'est que le schéma va prescrire des actions de gestion, d'aménagement ou d'effacement des éléments de fragmentation. Donc ça peut être intéressant. Si on a une volonté assez forte du SRADET d'identifier des actions, notamment en termes d'effacement, on pourrait aller assez loin. La question c'est de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'infrastructures linéaires, de zones d'agriculture intensive? Le SRADET indique aussi que dans cette thématique biodiversité TVB, on inclura des mesures conventionnelles et contractuelles pour atteindre les objectifs qui sont le bon état des continuités écologiques. Elle est bleue, elle est verte, mais elle est aussi de nuit. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est effectivement penser au fait que la faune vit majoritairement en termes d'activité de la nuit, et qu'on peut tout à fait avoir bien caler les choses d'un point de vue trame bleue et trame verte pour la version de jour, et qu'elle colle très très mal en fait pour l'activité nocturne. Et que nous, on est très vigilant à ce que dans les documents d'urbanisme, on n'aborde pas uniquement la trame verte et la trame bleue, mais aussi la trame sombre. Donc au niveau des réservoirs biologiques, on a identifié d'abord les espaces réglementaires connus et appréhendés, qui sont repris dans le CRCE, notamment donc, les zonages Natura 2000, les HICP, les APPV, et ensuite les espaces d'inventaire. Si vous prenez un APPV, on va le différencier s'il est en milieu boisé ou en milieu ouvert, et en fonction du milieu dans lequel on adaptera un zonage. En fait, on va essayer de hiérarchiser les enjeux de Natura 2000, qui sont souvent des espaces assez vastes. Donc on estime qu'il faut rentrer dans le zonage et voir les secteurs de Natura 2000 qui sont surtout à préserver. L'importance de faire connaître aux élus la présence d'espèces protégées en amont,
C'est-à-dire dès le diagnostic, pour que ces espaces-là soient connus. Alors après, il faut effectivement aussi les hiérarchiser. Est-ce que c'est une zone de nidification ou une zone d'alimentation? Donc il n'y aura pas forcément le même enjeu. Pour alerter tout de suite les élus sur la difficulté qu'ils vont avoir à ouvrir cet espace-là. Et leur expliquer la procédure. Je pense qu'il faut d'abord vraiment insister sur le fait qu'on ne peut pas légalement détruire des espèces protégées ou des habitats. Ça, c'est le principe de base. Et l'autre principe de base, c'est qu'on va essayer d'éviter. Et la première étape, c'est bien de faire connaître. Et dans le document d'urbanisme, c'est le meilleur outil pour éviter. Il faut, je pense, essayer de cultiver sur les territoires, c'est-à-dire appréhender la biodiversité et sa prise en compte dans les documents, dans les différents types de documents que peut être amené à traiter sur du long terme. C'est pas parce qu'à un moment donné vous intégrez la TVB sur un territoire que ça y est, c'est figé, c'est terminé. En effet, c'est continuellement en évolution, les habitats changent, la PAC évolue, la prise en compte de la biodiversité évolue, et tout ça fait évoluer nos paysages, le patrimoine et les documents d'urbanisme et tout ce qui va avec. Lorsqu'on regarde un petit peu l'actualité, on écoute l'actualité, on la regarde, on la lit, souvent la biodiversité elle est très caricaturée, notamment dans les documents d'urbanisme ou les projets d'aménagement du territoire, et ça devient presque un frein, une limite, une contrainte. Tous les spécialistes aujourd'hui s'accordent à dire qu'on arrive à préserver certains habitats de façon dispersée, et qu'il est urgent de reconnecter tous ces habitats, et la trame verte et bleue, même si c'est un concept, même chez les naturalistes encore aujourd'hui, qui est dur à intégrer, c'est quand même fondamental. Et pour qu'il y ait vraiment une donnée, la base, ça va être le nom de l'espèce, le lieu d'observation, la date. Ça, c'est vraiment la base. Pour le bon usage des données, il faut avoir des données validées. Et la validation des données, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui est figé aujourd'hui. Il y a des structures qui ont des experts sur des groupes d'espèces. Il y a des groupes d'experts sur des espèces, ça dépend vraiment du type de structure. Et ce qu'on est en train d'essayer d'uniformiser, même au niveau national, c'est des chartes d'homologation des données. Ces adhérents, vous les avez ici, peuvent se retrouver dans différentes instances au sein de l'OBMP. Donc déjà, tout à l'heure, on a évoqué les réseaux taxonomiques. On peut avoir aussi des projets labellisés, exemple de l'inventaire, l'Atlas des milieux secs avec les Pyrénées. C'est un projet qui a été labellisé au BMP. Ces différents adhérents, ensuite, ils ont des groupes et des pôles thématiques dans leur service. On a évoqué tout à l'heure l'OBMP, le pôle faune et le pôle flore. Donc le pôle faune, c'est le CNNP, comme je vous disais tout à l'heure, et le pôle flore, le conservatoire local. Donc le pôle territoire, qui eux, c'est de capitaliser tout type d'autres données que la donnée naturaliste. L'adhésion, je ne sais pas si on a le temps d'en parler tout à l'heure, donc ça passe dans un premier temps par la signature d'une charte. Certains d'entre vous l'ont déjà signée. Et une fois que vous avez signé cette charte, ensuite vous signez des conventions, une avec le pôle faune et une avec le pôle flore, pour travailler sur comment vous allez envoyer les données et comment vous voulez les recevoir, et ainsi de suite.